Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine en compagnie de notre rédacteur multicarte et multi-époque, on y reviendra, Geoffroy Barre. Je suis content de te retrouver, salut Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bah oui, carrément, on a eu une petite semaine de... Non, j'allais dire, c'est pas une carte partagée, on s'est rien partagé du tout, mais on a été loin pendant une petite semaine, mais voilà, c'est bon, on retrouve notre duo. J'étais accompagné de Gillian Henrion, donc Ouais, voilà, c'était bien, c'était très bien. Bien accompagné, pilote LMP3, ça m'a permis de parler du LMP3, tu vois, dans cette review et dans ce récap de l'ELMS à Imola. Mais là, pour ce C'est un mal pour un 71e bien, numéro... Ah bah oui, bien sûr. Et pour ce 71e numéro, eh bien, on va donc revenir sur les 6 heures d'Interlagos. On passe au championnat du monde d'endurance de la FIA, puisque les courses s'enchaînent entre l'Europe et le championnat du monde. C'est la 4e étape de cette saison 2025, même la 5e d'ailleurs, si je compte bien. Donc dans l'Endurance Club, comme vous le savez, on va vous donner des chiffres corrects, donc cette fois des infos, des statistiques qui vont vous permettre d'encore mieux connaître le monde de l'endurance qui nous fait vibrer et qui a fait vibrer 84 741 paolistes venus donc sur les 3 jours de compétition. On a même battu les records de l'année dernière pour cette course à Interlagos qui a lieu toujours dans des conditions assez spécifiques. On a beaucoup de spectacles hors piste. Est-ce qu'en piste on en a eu? Ça, eh bien on va y revenir ensemble. Ce qu'on sait, c'est que les Américains se sont imposés au Brésil. Cadillac, ça y est, a gagné donc en WEC avec l'équipe Jota Sport. Et ça faisait un petit moment que c'était pas arrivé qu'un constructeur américain au général se soit imposé dans une course internationale comme celle-ci. Oh bah, j'ai même pas la stat. Tu t'es lancé dans... T'as la stat d'un victoire d'un constructeur Eh ben, américain comme ça? je crois avoir une statistique et je vais te la livrer parce que c'est quand même un truc assez intéressant. Je crois que ce n'est pas arrivé depuis l'année 2000 qu'une victoire dans une course internationale d'endurance ait été réalisée par un constructeur américain. C'était au Nürburgring, les 1000 km, Ah, et Panos. c'était la Panoz, exactement, avec Ouais, David Brabham et Jan Magnussen. Ouais. Quand tu dis course internationale d'envergure, tu veux dire en dehors du sol américain, puisqu'il y a eu plein de victoires Cadillac, à Daytona, à Sebring, etc. Ok. Ah bah la victoire de... Ouais. En IMSA, c'est normal qu'il y ait des victoires américaines. Bon, voilà. Mais j'allais dire, tu vois, dans le championnat du monde, ou équivalent en tout cas. La victoire Panos au Nürburgring 2000, si tu veux, on est parti pour un épisode d'1 heure et demie. Alors faut le préparer un peu, mais alors ça c'est le genre de truc où je pourrais faire 1 heure et demie, parce que de mémoire, il y avait eu des relais incroyables. Ça doit être Magnussen Brabham ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Il y avait eu des relais vraiment incroyables. C'est une victoire, elle est liquide, quoi. Je veux dire, elle est pas, c'est pas parce que tout le monde a abandonné, quoi. Il y a eu vraiment une super course. Bref, Sao Paulo. Oui, mais victoire Cadillac quand même, parce que Cadillac, c'est vrai qu'on se souvient du passage assez rapide finalement au début des années 2000, justement, où c'était pas très fiable. C'était avec Dams, je crois, qui exploitait la voiture. Bien sûr. Bon, bah là, c'est vrai que Cadillac, on en parle depuis un petit moment. Quand c'était avec Chip Ganassi Racing, on s'attendait à ce que ça puisse fonctionner, mais il y avait toujours une petite erreur. Là, quand même, l'arrivée de Cadillac dans le giron Jota fait que ça fonctionne. Déjà, pole position, la 2e consécutive après les 24 heures du Mans pour Alex Lynn, et puis la consécration, quoi. En fait, ce qui est marrant, c'est que alors effectivement, il y a plein de choses à dire là-dessus. Il y a effectivement première victoire Cadillac en WEC. Cadillac, ils ont gagné dès la saison 2023 en IMSA. C'était Acura qui a gagné la première course à Daytona, on s'en souvient, mais en tout cas, Cadillac, cette hypercar LMDH GTP, comme vous voulez l'appeler, elle a déjà gagné des courses en IMSA. Effectivement, en WEC, le compteur était encore bloqué, parce que le compteur, il est verrouillé depuis 2023 par Toyota, Ferrari et Porsche, en fait. Il se passe pas grand-chose d'autre. Et donc, c'est le 4e constructeur qui gagne dans cette ère hypercar. Je mets de côté l'hypercar Alpine avant, qui était une hypercar, mais... issu de la rébellion, issu de la LMP1. Ouais. 4e hypercar moderne, on va dire, conforme règlement, dans la philosophie du règlement. Et il y a ça, donc c'est important. Je pense, j'espère, j'ai l'impression que quand il y a une victoire comme ça, ça te fait rentrer dans un... Tu sais, c'est la ligue, ça te fait rentrer dans un club où maintenant, du coup, que tu as gagné, tu peux reprétendre à gagner. Donc maintenant, j'ai l'impression, peut-être, si la BOP... Putain, on va l'employer beaucoup, ce mot, aujourd'hui. Si la BOP fonctionne bien, et si on a vraiment compris comment exploiter cette voiture, etc., blabla, je pense que maintenant, on pourrait avoir les Cadillacs plus souvent aux avant-postes, et donc en position de gagner.
Et ça sera pas une surprise que de voir Cadillac gagner, mais ça peut devenir quelque chose de cohérent. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc qui est intéressant, c'est que quand même, Jota a gagné avec une 963 et gagne maintenant avec une Cadillac. Ça, c'est quand même incroyable. L'équipe qui était équipe cliente, équipe privée, moi, j'adorais les avoir avec la Porsche 963 et ça avait réussi à Spa-Francorchamps. Maintenant, ils sont équipe officielle. Et Sam Hignett, il l'a dit, en fait, nous, on n'est pas surpris. Alors, on est heureux, mais on n'est pas surpris parce qu'on voulait clairement gagner une course cette année. Alors, moi, j'adore parce qu'il est il est assez humble et en même temps assez affirmatif. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est un vrai meneur d'hommes. Et en gros, il dit, et de femmes, et il dit, on voulait gagner une course cette année pour pouvoir l'année prochaine viser le championnat. Au moins, c'est clair. L'intention est claire, quoi. Ouais, il est fort, hein. Franchement, Jota, j'ai plusieurs statistiques justement à ce niveau-là. Donc, il faut savoir que c'est la première équipe de l'histoire du WEC à être sur le podium du général avec 3 constructeurs différents. Donc, on se rappelle quand même d'Oreca, puisque Jota a fait rouler des Oreca 07. Il y a eu des podiums avec la Porsche 963, tu l'as dit, et la victoire notamment à Spa-Francorchamps. Et puis donc, Cadillac sur le podium à Sao Paulo. C'est la 12e année consécutive en WEC, je dis pas de bêtises, hein, depuis 2012, qu'il y a donc au moins un podium, c'est ça? Une victoire au moins, soit en LMP2, soit en hypercar. C'est quand même incroyable. C'est soit la 12e saison, soit la 12e saison consécutive. C'était la 12e saison. Ils ont commencé en 2012, il n'y a pas eu de victoire en 2013. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Et 25. C'est juste incroyable. Mais ils ont longtemps eu, je sais plus si c'est toujours le cas sur Twitter, mais ils ont longtemps eu dans leur bio Twitter leurs statistiques de finish aux 24 heures du Mans. C'est genre dans les 8 dernières éditions, je sais pas combien de victoires, podium, enfin ils tiennent vachement à cette statistique et à cette régularité. Et là, ça vient récompenser un travail qui est juste mérité. Parce que, attends, depuis le début de saison, quand même, on sent que les Cadillacs, moi, c'est pas pour rien que à chaque fois je les mets bien placés. Et je trouve qu'il y a un travail vraiment très très solide. Peut-être plus qu'avec Chip Ganassi, et pourtant cette équipe Chip Ganassi elle est quand même expérimentée, mais là tu sens que Jota connaît le championnat du monde d'endurance. Je veux dire, ils sont passés à 2 doigts de la victoire en LMP2 aux 24 heures du Mans en 2017, tu t'imagines ça? Donc Jota, c'est une équipe vraiment qui a su faire gagner des voitures, des protos ouvertes, des protos fermés, des protos LMP2, des protos hypercar. Enfin, c'est une équipe de dingue, et on le voit après seulement 5 rendez-vous cette année avec une nouvelle collaboration avec un nouveau constructeur, ils ont compris tout de suite comment ça fonctionnait. Et surtout, ce qui moi m'impressionne, c'est qu'ils ont saisi l'opportunité. C'est-à-dire qu'au Mans, il y avait une opportunité, dans le sens où la BOP semblait être plutôt... Bon, on l'a déjà dit, hein, peut-être que je vais me faire tirer dessus, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, mais moi je trouve que la BOP aux 24 heures du Mans était plutôt bonne, globalement. Ouais. Et donc, on l'a dit, hein, Ferrari a gagné notamment parce qu'ils ont une meilleure caisse et puis ils l'exploitent mieux, c'est tout. Tu peux avoir la meilleure BOP du monde, la Peugeot sera toujours derrière, on va en parler. Sao Paulo a été vraiment cet exemple. Et donc, pour moi, il y avait une première opportunité, je trouve, pour Cadillac. Le programme est mature. La voiture a quand même plusieurs années dans les roues. Jota apporte toute son expérience et sa science de la course. Et au Mans, on n'y croyait pas sur la durée de 24 heures, mais on a vu en tout cas que sur la performance pure, ça marchait. Et une physionomie de course différente aurait pu quand même peut-être mettre Cadillac en position de gagner, même si on avait le sentiment que Ferrari en avait quand même un peu plus. Là, à Sao Paulo, ils ont eu une nouvelle opportunité encore plus forte, dans le sens où le circuit correspond sans doute moins à la philosophie de la 499P. Oui, ça c'est sûr. La BOP a aussi un peu plus tourné et est pas trop mauvaise pour eux. Après, il faut exécuter. Au Qatar, ils auraient pu déjà gagner, hein, clairement. Bien sûr. Donc c'était peut-être la 3e meilleure opportunité. Et tac, là ça gagne, doublé. Quand on se rentre pas dedans. La totale. Ouais, c'est sûr, quand on se rentre pas dedans. C'est mieux. Par contre, ils sont quand même... Enfin, ils se sont félicités, j'ai vu chez Jota, justement, c'est bien, les pilotes ont roulé 2 concerts, etc. Franchement, c'était quand même très très proche parfois. Hein. On est d'accord, on a l'impression que c'est comme chez Ferrari. Finalement, ils partagent le châssis Dallara, parce que Ferrari aussi, la voiture est quand même en grande partie conçue par Dallara. La coque est faite chez Dallara. C'est pas une LMDH, mais effectivement, c'est Dallara qui a la manœuvre pour la coque.
Mais ils partagent aussi le fait que les trios de pilotes, je sais pas s'ils s'entendent super bien. Je sais pas si Alex Lynn et Jenson Button iront en vacances ensemble, par exemple. Earl Bamber, on sait que de toute façon, lui, il attaque, il fait le spectacle et il fait, enfin, voilà, il fait sa course, hein. Lui, peu importe que ce soit une Cadillac ou n'importe quelle autre voiture face à lui, quoi. Mais j'ai l'impression qu'ils sont. Je sais pas si, effectivement, je sais pas s'ils s'entendent si bien que ça. En tout cas, sur la piste, ça se voit pas. Entre trios, ouais, entre trios. Par contre, à l'intérieur d'un trio, ça marche très bien. Lynn, Nato, Stevens, j'ai l'impression qu'on a une vraie bande de potes qui s'est créée. Alors, peut-être plus facile entre Lynn et Stevens qui sont anglais, mais Norman Nato, il a quand même une approche très. Enfin, je sais pas, il a toujours eu un côté très anglais, je trouve. Et, Ouais. et il fait très bien. C'est pas la troisième. C'est pas le troisième du duo, non, c'est pas juste complété. Je trouve qu'il y a vraiment un vrai truc. Je dis ça, c'est un peu le troisième parce qu'il avait pas gagné à Spa, c'est pour ça, mais. D'ailleurs, à tel point que c'est lui qui passe la ligne quand même cette fois-ci, alors que l'année Ouais, dernière, quand la Porsche gagne, et ben en fait lui il est pas là, il est en Formule électrique. Exactement. Et donc cette année, il a décidé de pas aller en Formule électrique, il s'est fait remplacer Voilà. et il est venu ici, il a bien fait. Donc c'est une nouvelle victoire en WEC, hein, c'est pas sa première, loin de là, à Norman Nato. Il avait déjà gagné notamment avec Rébellion à Shanghai 2019, je me souviens, je l'avais commenté pour la chaîne L'Équipe cette victoire. C'était scandaleux ça. Et puis il y avait eu la victoire à Austin aussi en 2020, donc tiens, la prochaine manche c'est Austin, pourquoi pas avoir cette autre approche justement, mais voilà, c'est sa troisième victoire donc en WEC, sa quatrième si tu veux aller par là, si tu comptes aussi la victoire en LMP2 à Monza en 2022, donc c'est un sacré bon pilote, quoi. Est-ce qu'on bascule sur Porsche parce que enfin on parle de pilote. Ah non, pardon, parce que moi on parle de pilote, j'ai envie de sauter sur Julian Handlower donc. Ah, si tu veux, je voulais juste dire que c'était la fin de série pour Ferrari, justement, oui, parce qu'ils ont quand même gagné toutes les courses depuis le début de saison, que ce soit le Qatar, Imola, Spa-Francorchamps, les 24 heures du Mans. Ils ont une sacrée avance au classement général, et là, eh ben, ils étaient totalement absents, mais on y reviendra un petit peu plus tard si tu veux, parce que oui, les grands opposants l'opposition principale, c'est ça, c'est Porsche. de Cadillac, c'était Porsche. Ce qui est marrant, c'est qu'on a eu quasiment un copier-coller du départ des 24 heures du Mans, avec Julian Handlower qui a sauté au cou tout de suite de Stevens, je crois. Enfin, Julian Handlower, il est incroyable. On le savait déjà, hein, je le découvre pas. Mais ses départs sont. Il y a un côté Alan McNish grandes années, et c'est pas que sur le départ, c'est pas les 3 premiers tours. Il y a vraiment ce côté. Enfin, je pondère. C'est un racer, quoi. Voilà. Il y a un côté Alan McNish, et en plus, je rajoute, en plus intelligent. C'est-à-dire que McNish, à un moment, était quand même un vrai chien fou, hein. C'était son truc. Ah bah il pouvait débrancher, hein. Enfin, il y a. Je sais pas si c'est. Je crois que c'est chez toi, où Benoît Tréluy le raconte, où McNish, il s'est déjà retrouvé à avoir McNish derrière lui, en mode appel de phare, on y va, go. Oui. Frérot, la course, elle est partie depuis 1 heure, en fait. Détends-toi, quoi. Et en plus, on est des Audi devant. Enfin, faut avoir une vision un peu plus globale et sortir un peu du truc, alors que McNish, non. Il suffit de le voir. Il y a un tour des 24 heures du Mans, notamment, qui est commenté dans un documentaire Audi. Tu sens que le gars, il vit pour la course, mais parfois, il a du mal à avoir tu vois, la photo globale, comme on dit. Là où, par exemple, un mec comme Anthony Davidson, je fais le parallèle parce que aussi caractère anglais, posé, etc. Lui, il a trop la vision globale. À un moment, des fois, quand il fait des commentaires, t'as envie qu'il soit un peu plus incisif. Voilà, c'était le petit taquet. Mais et Julian Handlower, je trouve qu'il a ce côté roquet. C'est positif. Hein. Le mec qui va mordre, qui va être incisif, qui va aller chercher la trage, qui va se positionner où tu vas te dire mais c'est pas possible qu'il y soit allé. Mais par contre, après, il garde la tête froide, il a une intelligence. Il va pas prendre 3 km d'avance et niquer les pneus et ravager la voiture pour les coéquipiers. Je trouve ça vraiment hyper fort ce qu'il fait. Franchement, c'est impressionnant. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est un sacré pilote. De toute façon, le trio de la Porsche numéro 5 est vraiment aussi efficace. Alors là, c'était un duo parce que on n'avait que 2 pilotes sur les 3 au programme. Alors ça confirme ce que Porsche disait en début de saison, hein, justement. Eux, ils sont plutôt intéressés maintenant pour mettre en place des duos. Et ça a été le cas pour donc cette Porsche numéro 5 avec Lando Handlower et Christensen. Et puis sur la 6 avec Estre et Vanthoor. Ils finissent 3 et 4, hein, les 2 Porsche. Ils se sont bien battu. C'est la 6e, 3e position en WEC pour la Porsche, justement. Et c'est tout simplement en WEC le 18e podium
pour Porsche dans la catégorie. C'est le troisième meilleur score, j'allais dire. Alors même si ça compte moins les podiums que les victoires, que Audi. C'est juste derrière Audi justement qu'on a donc voilà cette position-là. Et donc, finalement, Porsche s'installe donc voilà, encore un peu plus dans l'histoire. Alors, je disais 18e, 3e place et 58e podium au général en WEC. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair cette statistique, mais en tout cas, face à Audi, ça se joue, quoi. Voilà. Tu nous abreuves de chiffres, ça dégueule de chiffres. Là, on y est. Là, Attends, tu veux encore des chiffres Non. Jenson Button, qui a attendu entre deux podiums, ça c'est quand même magnifique. Il était sur le podium déjà, moi je me souvenais plus. Avec SMP Racing, il avait terminé à Shanghai sur la 3e marche du podium en 2018. Là, il revient. À la grande surprise de tout le monde, sur le podium, il a attendu 2429 jours. Alors, il n'a pas roulé tout le temps en WEC dans cet intervalle, mais punaise, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant d'avoir plus de 2000 jours donc, de pause entre 2018 et 2025 pour venir sur le podium. Je sais que ça va te ravir, mais la rumeur est quand même croissante, ou alors c'est officiel. Je sais pas ce que j'ai le droit de dire. Mais, clairement, il va lâcher le volant à la fin de la saison, Button, je crois. Bon, d'accord. C'est quand même une bonne nouvelle. Voilà. Du coup, pour revenir sur Porsche, ce qui est quand même fou, c'est que ces Porsche, elles sont à l'aise en IMSA, on va pas se mentir. Elles ont l'air à l'aise en WEC aussi quand même. Enfin, on va pas oublier, il y a que 14 secondes d'écart aux 24 heures du Mans, donc c'est pas non plus... parce qu'ils ont fait la course parfaite. Ouais, et Porsche n'est pas en train de passer au travers de sa saison, pas du tout. Mais là, je trouve que c'est... attends, tu dis pas du tout Ça termine dans les début de saison, c'était compliqué. Ils avaient quoi? Ils avaient 2 points en l'espace de 3 ou 4 manches. 3 manches. C'est vraiment au Mans qu'ils se sont révélés. Et là, maintenant, ça y est, ils sont revenus dans le match parce que, on le rappelle, la balance de performance, elle est issue des 3 dernières courses. Et comme la fin de saison, ils se battaient pour le titre face à Toyota, du coup, ils étaient un peu handicapés en début de saison, ce qui est tout à fait normal. Donc là, ça va mieux. Après, là, ce qui est étonnant, donc ça termine dans les échappements de la 38, en gros, puisque ça aurait pu... ça a été très incisif, d'ailleurs, la fin de course d'Andlauer. Oui. Si Michael Christensen avait été un peu mieux en forme, je pense que d'ailleurs, ça faisait 2 et pas 3, ce jour-là. Mais ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression que là, on découvre un Porsche un peu différent, dans le sens où, l'année dernière, il y a eu plusieurs victoires, et ils ont eu le titre pilote, avec Vanthoor... Estre et l'ami André Lauterer. On a fait un épisode avec lui, si vous ne l'avez pas écouté, je le place comme ça, vous pouvez aller voir. Et ce qui est marrant, c'est que là, on découvre un Porsche qui est beaucoup plus dans le... moins brillant, il n'y a pas de victoire depuis le début de la saison, mais ils sont quand même présents, et ils ont dit, il y a eu 2-3 déclarations, notamment au niveau de la direction, genre, voilà, au championnat constructeur, on déroule, voilà, bon, ils sont quand même largués par rapport à Ferrari, et ils se sont fait distancer par Cadillac maintenant aussi. Mais bon, ils sont passés, Toyota est derrière. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un positionnement un peu genre, on est là, on fait les courses, on prend des points. Il y a moins ce côté flamboyant à vouloir gagner. Et je pense qu'ils sont déjà en train de charbonner pour Le Mans l'année prochaine. Mais ils se sont pas plaints, tu vois. Parce que tu sais, avant Le Mans, il y avait plusieurs déclarations, il y a eu plusieurs infos comme quoi Porsche, limite, ils sont prêts de claquer la porte parce qu'ils en ont marre que cette balance de performance soit pas favorable pour eux. Là, j'ai l'impression qu'ils ont un peu compris que ça va, la balance de performance, elle est quand même pas si mauvaise pour eux. Bien sûr. Et donc, ils taffent et ils vont préparer encore plus, je pense, 2026. Mais on n'est pas... Moi, j'avais peur qu'on les perde, sincèrement, ou que le programme avec Penske s'arrête, que ce soit quelqu'un d'autre qui reprenne. Là, j'ai un peu moins ce sentiment. Ouais, ils ont eu l'air d'être satisfaits des 3e et 4e positions. Urs Goratel, qui est le directeur de l'usine Porsche LMDH, là, a tout simplement dit que Cadillac était meilleur sur le rythme. D'ailleurs, ça se voit aussi au B-Pilar, parce qu'on a Stevens, Bamber, Lynn et Nato qui sont les 4 meilleurs pilotes, on va dire, sur une moyenne de tours. On a Button qui finalement est pas si loin. Alors là, je suis assez surpris qu'il soit mieux que Sébastien Bourdet, mais voilà, ça peut arriver. Peut-être qu'aussi, il a de bons souvenirs au Brésil et que forcément, c'est un circuit qui lui convient bien, puisqu'en Formule 1, on se souvient qu'il avait gagné, Jenson Button. Donc, c'est peut-être ça qui explique ce bon rythme pour la Cadillac numéro 38. Malgré tout, Cadillac, mine de rien, c'est pour ça que je voulais finir aussi sur Cadillac globalement, a été frappé par une pénalité sur les pneumatiques. On a beaucoup parlé des pneus ce week-end, avec notamment une forte dégradation, on y reviendra. En fait, pour une pression trop faible,
la Cadillac numéro 12 aurait pu tout perdre, et c'est finalement ce qui les a remis dans le match. Alors ça, c'est quand même assez intéressant, parce qu'il y a eu un drive-through pour une pression donc trop basse dans la première heure. Et finalement, ça leur a permis de faire un pit stop qui leur a offert la possibilité de changer les 4 pneus. Et c'est ce qui a eh bien, donné le coup de boost finalement à cette voiture numéro 12. Et Bamber le confirmait. C'est quand même fou. Une pénalité peut te remettre dans la course et la course à la victoire. Ouais, alors là, tu vois, j'avoue que ça, c'est le Non? genre de truc qui... Si, non, mais je suis d'accord, mais c'est le genre de truc que j'aime pas du tout. Parce qu'on est vraiment pas du tout dans la logique habituelle Ah bah non. qui est une course se gagne en étant le plus rapide ou celui qui exploite le mieux son matos. Maintenant, on est dans des courses où même une pénalité peut être favorable. C'est... Oui. Bah oui, je Ouais, sais. c'est original. Hein. Ah oui, c'est original, non, c'est sûr. Mais Bah parce qu'on était sur une stratégie de changer les pneus extérieurs, puisque c'est un circuit qui côté tourne droit, dans ouais. le sens anti-horaire. Donc on changeait le côté droit. Et là, bah, ils ont changé les 4 pneus et finalement, ça les a remis dans le match. Moi, j'étais pas conscient qu'il y ait cette même règle, comme en MotoGP par exemple, de la pression minimale. Tu vois, j'avais oublié. Et bah, là, ça me l'a remis. Parce que je crois qu'en LMGT3 aussi, il y a eu une pénalité à ce niveau-là. C'est fou quand même. Mais Ça c'est que arrive ça doit très être... très peu souvent. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que ça doit arriver très peu souvent parce qu'ils doivent prendre quand même des marges. Et Est-ce que c'est dû peut-être, alors je dis peut-être une bêtise, mais comme ouais, on est en altitude à Interlagos, exactement, est-ce que c'est... je pense. Ouais, je pense qu'il y a un lien avec ça, clairement. Avec la pression C'est fou. atmosphérique, oui, ça doit être ça. Bon, bah voilà, en tout cas, il y a eu ces pénalités-là, de façon assez originale, j'allais dire. Cette numéro 12, donc, réussi à s'imposer. C'est Sao Paulo, comme Portimao, et bien, en fait, à chaque fois, les vainqueurs qui s'élancent depuis la première ligne. En 2012-2013, le vainqueur, c'était depuis la pole que ça s'était joué, donc à la fois Toyota et c'était Porsche, je crois, en 2013. Non, Audi, pardon, Non, ouais. en 2013. Et puis en 2014 et 2024, c'était depuis la deuxième position que la Porsche de Lieb, Yanni et Dumas ou la Toyota de Buemi, Hartley et Hirakawa s'étaient imposées. Et bien cette année, de retour donc pour cette tradition, et bien victoire depuis la pole position pour la Cadillac numéro 12. Ça prouve aussi une chose, Geoffroy, c'est que finalement au Brésil, c'est pas si facile que ça de passer, contrairement à ce qu'on pourrait croire en fait. Mais en fait, ouais, c'est ça. À chaque fois, moi, je repars avec un regard un peu neuf où je me dis, moi, j'adore Interlagos. Franchement, le tracé, je le trouve superbe. Et à chaque fois, c'est comme si je faisais un reset mental. Je me dis, ça va être top. Il va y avoir des dépassements. J'ai de grands souvenirs de Grand Prix de Formule 1 là-bas, notamment, Bah étant ouais, plus jeune. Et en fait, bah non, c'est assez compliqué de passer parce que finalement, c'est un circuit court, 4 km 3. ouais, Rapide, on met une 22 à faire les 4 km. Et surtout technique. Donc en fait, c'est plus un circuit linéaire dans le sens où il y a une ligne de course et faut essayer de l'optimiser. Mais finalement, une fois que tu es rendu dans la deuxième portion, une fois que tu as passé ce fameux gauche-droite-gauche là du départ, et puis quand tu es vraiment à l'intérieur dans tout ce sinueux avec ces doubles ouais. droites qui s'enchaînent, bah là en fait, tu peux pas trop dépasser parce que tu es vraiment sur des vitesses réduites. Sa motrice, tu sors, mais tout de suite, tu mets de l'angle. Donc en fait, il n'y a pas ce comparo comme tu peux faire par exemple, où des virages lents, au moins on a mis le San au harnage, mais derrière on a une grosse réaccélération. Donc on peut avoir des voitures qui sont côte à côte et qui vont se chercher. Là, t'as pas le temps de te mettre côte à côte. T'as la fameuse zone de dépassement possible qui est le dernier virage finalement avant la réaccélération. Et puis bien sûr Oui, le c'est premier point de ça. freinage. Mais finalement, il y a peu de zones de dépassement possibles, quoi. Donc en fait, il s'est pas Ouais, passé 3. grand-chose, quoi. Et ben surtout, il n'y a pas eu de fait de course majeure. Donc Non. on en revient au même débat qu'au 24 heures du Mans où c'est pareil, on avait dit, hein, parfois on s'est un peu endormi. C'est vrai que quand tu dormais en cabine, c'était un peu gênant. Mais non, Ça, c'était je l'année rigole, dernière je sous plaisante. safety car, ça. Non, je plaisante, mais bah ouais, on est sur une course où effectivement il y a pas eu comme en 2014 Mark Webber qui s'éclate et où la 919 est en 2 morceaux. Tant Ouais, mieux, non. tant mieux. Mais en même temps, c'est vrai que ça fait une course un peu plus, on a l'impression un peu plus soporifique. Mais du Bah coup, ouais. bah voilà, ouais, mais du coup ça fait. Alors moi je sais, je suis d'accord avec toi. Sauf que je vais aussi être un défenseur de, bah ouais, mais voilà, les Cadillac étaient plus à l'aise et elles ont mis un tour à tout le monde, minimum. Sauf la Porsche numéro 5. Mais tout le monde derrière est à un tour, voire 2, voire 3 tours. C'est juste C'est clair. incroyable. L'écart qui a été mis, pour vous donner un ordre d'idée quand même, hein, il y a les Ferrari, 50 et 51, elles sont à 3 tours. À 3 tours. Pas si je leur dis une autre fois. Ça fera 3. 3 tours. Attends, 3 tours? Non mais c'est Non, incroyable mais. quand même. Et les 2 Toyota? Non, mais on marche sur la tête, là. C'est quand même. Elles sont à un tour de circuit des 24 heures du Mans en 6 heures, quoi. Pour des C'est voitures ça. qui ont gagné il y a un mois.
Je trouve ça moi aussi assez dingue. Alors c'est tout à fait compréhensible, j'allais dire, parce que bah voilà, la balance de performance Ouais. a été un petit peu ajustée, ce qui est tout à Ah fait oui, voilà. normal, hein. Bah Oui, oui, puisque voilà. les trois premières courses de l'année ont été remportées. On rappelle que Le Mans, c'est vraiment une épreuve spécifique mise à part dans le calendrier et qui ne compte pas pour cette balance de performance, ou en tout cas pour le fait de la mettre en place. Donc bah, on a pris en compte que Ferrari s'est imposé à 3 reprises. Bon bah voilà, forcément c'était moins efficace. Et du coup, eh ben, chez Ferrari, on était plutôt content, hein. Oh oui, on termine à 3 tours. Bon bah c'est super, hein. Non, On mais est bien 11e et 12e. ah non, mais moi j'ai halluciné quand tu regardes les déclarations d'après-course, effectivement, chez Ferrari, ils ont pas le droit de critiquer la BOP, donc de toute façon. Et puis il y a déjà eu quelques petits rappels à l'ordre, donc ils vont pas la critiquer. Mais au-delà de la BOP, tu peux quand même avoir quelques arguments, quelques sorties en disant on était nulle part et c'est pas cool et bon voilà, on est déçus. Non, non, c'était vraiment. Oh, c'est vrai que Sao Paulo, je voulais tenter l'accent italien, mais j'ai bien fait de pas le faire. Ouais, non, Sao Paulo, ça va pas trop à la 499p, mais c'est pas grave. Ok. Enfin, moi, j'hallucine. J'hallucine vraiment. Alors, tant mieux, parce qu'au moins, ils sont modérés, ils sont pas en train de. Mais ça me surprend. Tu traverses l'Atlantique, tu ramènes tes bagnoles là-bas, tu poses les voitures, elles sont nulle part, et en conférence d'après-course, tu dis, bon, oui, moi. Et donc voilà, bon, effectivement, on est à 3 tours, mais tout va bien. Après, ils font ça, mais je pense que clairement, le truc qu'il faut avoir en tête, c'est qu'ils ont gagné les 24 heures du Mans. Donc en fait, l'objectif de la saison, il Oui. est déjà rempli, quoi. Bah attends, ils sont larges leaders du classement général. Ils ont gagné donc les 24 heures du Mans. Eux, ils sont bien, ils peuvent voir venir parce que même sans marquer de points, la Ferrari 51 reste en tête avec 105 points. Alors ils ont plus que 11 points d'avance sur la 83. Mais enfin, quand même, hein, ça va. La Cadillac la plus proche, c'est celle qui vient de gagner, donc la 12, avec 67 points. T'imagines, ils ont quasiment 40 points d'avance sur leurs adversaires. 40 points d'avance, ils ont le temps de voir venir, hein. Ouais, en fait, tu peux partir en vacances en te disant que les dossiers en cours sont traités et qu'on verra, on fera le point à la rentrée. Bah, la rentrée, ça va être à Austin, mais on fera le point à la rentrée. Pour l'instant, les patrons sont satisfaits, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, il y en a un qui est satisfait de la course, mais peut-être pas forcément du résultat, je dirais. C'est Vincent Voss, hein, pour BMW. Ils sont les meilleurs des autres, Ouais. a-t-il dit. Bah, les meilleurs des autres, oui, d'accord, mais enfin bon, Porsche, c'est pas censé être les favoris non plus, donc je sais pas trop comment prendre cette déclaration de Vincent Voss. Il essaie de pas critiquer non plus. Les BMW, je les ai jamais sentis vraiment à la lutte pour le podium, quoi, ce week-end. On est toujours sur ce souci, cette discussion qu'on a depuis 3 ans, j'ai l'impression, pour BMW. Alors, avec Raleigh Letterman, ça va s'arrêter en IMSA. Ça, c'est bon. Ah oui, c'est vrai. Alors, Cap de est-ce fin. que Ouais, cap WRT de peut fin. reprendre les deux, Bon, les deux oui, je programmes? pense, hein. Ça serait logique, Et en fait, non? bah, pour moi, tu sais, mais c'est marrant parce que parfois, j'ai l'impression quand même, c'est pas pour me lancer des fleurs ou pour nous lancer des fleurs, mais j'ai quand même l'impression que parfois on voit les trucs venir. Cette vision avec deux têtes, ça a été tellement On l'avait fait. dit, hein. Mais Jaguar l'a fait dans les années 80. Enfin, il y a tellement d'équipes qui ont fait ça. Ça marche jamais. Ça marche jamais. En fait, il faut arrêter, quoi. Enfin, je sais D'ailleurs, pas. Penske l'a compris. Enfin, Porsche l'a compris. Alors, enfin, après, je vais quand même nuancer. Oui, ça a déjà marché. Enfin, BM, ils ont toujours eu cette tradition parce que à l'époque, ils faisaient déjà Raleigh Terman. Ça a mis du temps à marcher. Après, ça marchait en IMSA. Je parle avec la M3 GT2 par exemple. Et il Ouais, y avait ouais. Schnitzer qui n'existe plus, mais il y avait Schnitzer en Europe qui marchait plutôt bien sur le Nordschleife aussi. Donc, certes, ça a déjà marché, pardon. Mais pour du programme prototype top niveau, que ce soit en groupe C ou ensuite en bon, Ouais, c'est dur. LMP1 et LMP900, il n'y a jamais trop eu. Et me dites pas que Audi Sports North America, c'était pas Audi Sport Team Yost, hein. Franchement, c'était la même chose, hein. Non mais Bah c'était oui. les mêmes trucs, quoi. Donc, en fait, les programmes comme ça, c'est toujours un peu compliqué. Est-ce que WRT va récupérer la globalité du projet? Franchement, ça semble cohérent. Quand tu vois les installations que maintenant ils ont chez WRT, c'est juste C'est vrai. incroyable. C'est devenu. Enfin, c'est superbe, hein. Par contre, Ils ont bah, inauguré d'ailleurs, hein, leur nouvelle ouais, structure, leur usine il n'y début a pas mai. très Donc longtemps. voilà. Exactement. Après, Va par falloir contre, occuper ça. c'est pas parce que tu as des belles usines et que tu as du personnel ultra compétent, comme on le sait chez WRT, que la machine elle va gagner. Et en l'occurrence, cette BM, on est toujours sur ce côté. Qu'est-ce qu'elle a vraiment dans le. Bah, Qu'est-ce qu'elle a dans le elle est châssis? rapide, Ouais, mais tu vois, c'est encore une voiture d'Alara aussi, cette ouais, BMW. ouais.
Mais ça va pas jusqu'au bout, quoi. Ça fait quelques belles perfs hein, quand même. Mais il y a toujours ces petits problèmes de frein. En tout cas, il y en a encore eu sur la numéro 20. Ils savent pas d'où ça vient. Ils vont attendre de retrouver les châssis en Europe et à l'atelier justement pour comprendre ce qu'il y a eu. Et puis la 15, par contre, bah si, en fin de course, beau relais de Sheldon van der Linde qui s'est défait des deux Peugeot 9X8. Mais voilà, pour une cinquième place, quoi. Sur la 20, ouais. Bah oui, écoute, les BM, c'est toujours compliqué parce qu'il y a eu des victoires, on l'a dit. Hein. Ça avait gagné d'ailleurs très tôt en GTP. C'était sur tapis vert, mais à Watkins Glen, il y a eu la victoire à Indianapolis. Il y a eu du podium en WEC, etc. Enfin, euh, il y a quelque chose dans cette voiture. Il y a un vrai potentiel. Et en plus, Ouais, c'est vrai. si tu mets ça de côté, la technique à part, elle a une gueule aussi qui est vraiment qui marque et qui restera clairement dans cette ère des Ah, c'est hypercars. sûr. C'est Mais, sûr. mais je ne comprends pas je comprends pas les. Et pourtant, il y en a du mieux cette année, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi ça ne fonctionne toujours pas. Ben moi c'est pareil, je sais pas. Oui j'ai dit la 20, c'est la 15 qui a perdu 20 tours et la 20 qui termine cinquième. Ouais, Bon c'est ça. bref, voilà, ben, Je me on y suis arrive, permis on y arrive. de te corriger au vol comme ça. Mais ouais, non, les BMW, franchement, c'est incroyable. Et moi, j'adorerais. C'est pareil, peut-être que le moment où ça va gagner en WEC, ça va vraiment les propulser dans cette ligue des vainqueurs potentiels. Et on aura Peut-être. comme ça maintenant, enfin, 5 constructeurs qui pourront se battre, quoi. Ouais. Ouais, après Cadillac, tu vois, on sait pas si ça va développer quelque chose, si ça va déclencher quelque chose. On a déjà l'impression, enfin moi depuis le Qatar, j'ai l'impression que Cadillac est dans le match grâce à Jota aussi. Donc on verra. Moi avec WRT, je suis quand même relativement confiant. Je crois qu'il y a eu des progrès quand même. Il y a des pole positions en IMSA, même si ça va pas jusqu'au bout. C'est quand même une bonne équipe et BMW qui l'année dernière s'est battu contre Alpine. Là, c'est vrai que cette année, Alpine est un petit peu plus en difficulté, contrairement à ce qu'on aurait pu croire. Parce que moi je les vois bien ces Alpines cette année. Il y a des bons résultats pour la 36. Là, justement, ils ont 36 points au général après leur 9e place, la 36. Et alors pour la 35, c'est encore pire, avec encore des difficultés, même, alors j'allais dire un abandon. C'est pas vraiment un abandon parce qu'on est reparti pour essayer de trouver le problème qui venait de la batterie. Ouais, mais c'est mis en sécurité en fait la caisse, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même fou que Alpine n'ait pas pu faire mieux quoi, ici à Interlagos. J'avais de bons Il y a espoirs. eu. Il y a eu des soucis d'hybride dès le départ des 24 heures du Mans, soucis qu'ils n'avaient jamais rencontrés avant. Là, c'est pareil, le problème de court-circuit et de batterie, c'est un souci qu'ils n'ont apparemment jamais rencontré. Il faut rappeler aussi qu'ils Ouais. ont perdu un châssis en début de saison, il y a eu un incendie. Ah, c'est vrai. Euh, c'est clairement une saison compliquée pour Alpine. C'est une saison meilleure, on le voit, il y a de la perf. Si on se replonge à Spa, si on se replonge à Spa-Francorchamps, moi j'ai des images de Fred Mako notamment qui se bat avec les Ferrari. En fait, ils sont meilleurs en termes de perfo. Par contre, il y a des. Toi, t'appelles ça des gremlins, mais il y a des soucis de fiabilité, de technique qui plombent la perfo, quoi. Ouais, c'est ça. Mais j'allais dire c'est meilleur sur la perf, je suis d'accord avec toi, mais par contre en termes de résultats, Ah bah bah non, non. ouais. Non, non. C'est, tu vois, l'année dernière, ils ont profité aussi des petites cagades de Cadillac et de leurs adversaires, parce que Cadillac était loin, loin, loin. Alpine a terminé quatrième quand même du général l'année dernière derrière Toyota, C'est Porsche vrai, et c'est Ferrari vrai. et devant BMW. Là, si tu fais le compte, Alpine, ils sont sixième. Il y a Cadillac qui est passé. Et puis il y a BMW aussi, quoi. Donc ils ont Peugeot et Aston Martin derrière. Ouais, bah, enfin, c'est vrai que c'est. Bah, Tu vois? globalement, enfin, depuis le Mans, moi je suis déçu. Les Alpines, je les voyais beaucoup plus haut au Mans. Là, c'est pareil. Bon, j'ai moins pris le temps d'étudier Interlagos et je me suis pas. J'avais pas une attente folle d'Alpine, mais je suis quand même. Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu, comme on dit. Et, Oui. et Peugeot, bah alors. Peugeot, c'est Ah bah eux, pareil. alors ils sont quand même relativement satisfaits d'avoir été à l'arrivée, d'avoir mis leurs deux voitures dans le top 10, 6 et 7. Bon, Hmm. c'est sûr que c'est pas génial, mais c'est la première double arrivée dans les points depuis le début de saison. Ouais. Après, alors. Voilà. euh, voilà. Non, mais Peugeot, bah voilà, Loïc Duval, Bon, ils travaillent sur tient. une nouvelle voiture, hein. Ouais, Loïc Duval, comme on l'aime, début de course notamment, assez incisif, il se montre, etc. Enfin voilà, pilote que j'adore et qui est toujours spectaculaire. Michael Jensen aussi a fait plutôt un bon début de course. Après, faut juste préciser une chose quand même. La chiotte, parce que là vraiment on peut le dire, hein, la 9X8, la chiotte elle est au poids. Non mais pardon, je suis un peu vulgaire, mais ça y est, le Mans est passé. Je sors d'un week-end de 4 jours, Ça y on va est. en parler. J'ai besoin de me détendre un petit peu, donc leur caisse là, cette 9X8 qui va à un moment finir dans un musée peut-être, mais qui marquera pas par ses exploits. Elle était au poids mini et elle a la puissance maxi. En fait, à un moment, on peut plus rien faire. On leur donne tout, quoi.
Et ils ont encore des problèmes de dégradation de pneumatiques, notamment dans les deuxièmes relais, où apparemment, ça tient pas. Moi, on sait plus quoi faire, quoi. Enfin, et Tout là, le en monde fait, a eu des problèmes de dégradation, hein, quand même, d'ailleurs, oui, à oui. Lagos. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que on en revient toujours à ce truc où là, Mais il n'y a pas d'aéro. Je vais faire une parenthèse. Le problème, c'est que ouais. t'as pas d'aéro, donc du coup, forcément, les pneus prennent plus et glissent plus, et donc s'abîment au moins sur la surface. Écoute, je te laisse faire ta parenthèse. Non, mais je fais une parenthèse réseaux sociaux, tu vois, ça va être intéressant. En fait, je me tease moi-même n'importe quoi. En fait, le truc, c'est que là, c'est les gens vont critiquer la BOP, ils vont dire super, Peugeot encore pas dans le match et tout, il en a marre de cette BOP, ça marche pas. On peut pas faire mieux, on peut pas la mettre plus légère, on peut pas lui filer plus de puissance. À un moment, elle est ratée cette caisse. Et même quand tu mets des gens comme, et je viens de les encenser, Duval ou Jensen, mais je peux aussi parler de Jacobsen ou Di Resta, c'est pas un problème. Bon, Di Resta avec... Non, bref. Mais tu vois ce que je veux dire, même eux, ils peuvent donner le maximum, elle est pas dans la fenêtre, À un moment, on va pas critiquer la BOP. Et le truc, c'est que, là où je fais une parenthèse avec les réseaux sociaux, c'est que il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, qui m'ont envoyé des messages privés ou que j'ai pu croiser, qui m'ont dit le podcast Endurance Club, c'est super et tout machin, continuez. Par contre, mais quel courage vous avez de commenter des courses qui sont sous BOP. Parce qu'en fait, l'analyse, elle est tellement fumée. En fait, comment tu peux expliquer une victoire Cadillac, enfin, on va pas dire ça, parce que les gens, j'ai échangé avant ce week-end, mais en gros, ils me disaient, mais comment vous arrivez à expliquer, par exemple, que les Peugeot sont pas dans le match, ou comment vous arrivez à expliquer les 3 victoires de suite de Ferrari. Et en fait, c'est vrai qu'on est toujours obligé de parler de cette BOP qui positionne les voitures les unes par rapport aux autres. Et même quand la BOP est bonne, les Peugeot sont pas dedans, elles sont à 2 tours. Enfin, tu vois. Non, mais ça, d'accord. Ok, ça je comprends parce que. Je fais une crise de nerfs, tu vois, parce que cette BOP. Non, oui, je sens effectivement. Non, mais j'ai pas trop de droit de la critiquer non plus. Sans cette BOP. Ouais. Mais non, mais tu peux pas, parce que j'allais dire, t'as pas tous ces constructeurs-là sans justement cet équilibrage des performances. Sinon, t'as un constructeur, je sais pas qui c'est, ça serait Ferrari, ça serait Toyota. Je pense que ça serait Toyota, en vrai, si t'avais pas de BOP. Il serait au-dessus du lot parce que la voiture est meilleure, parce qu'elle a 4 roues motrices, parce qu'elle a plus de 1000 chevaux. Et voilà, et t'aurais pas de championnat non plus, et les constructeurs s'en iraient, et qu'est-ce que tu veux faire? Là, au moins, t'essayes de pouvoir les garder tous dans le match. Si la voiture, elle est vraiment ratée, à un moment, tu peux pas faire grand-chose. Je pense que ça a été ça, en fait, le biais. Au début, certains constructeurs se sont dit, bon, de toute façon, qu'on fasse une voiture super puissante ou une voiture nulle, c'est pas grave. Exactement. On aura la BOP et on pourra s'en sortir. Non, la BOP, elle est pas là pour ça, et on l'a dit, et on le répète, justement. Elle est là pour te donner les clés pour être dans ta boîte justement et essayer de maximiser le mieux tous les éléments que tu as en ta possession pour pouvoir faire le meilleur travail possible, quoi. C'est formidable. Non mais c'est exactement ça. En fait, voilà. on peut pas en vouloir. Merci de rien. Non mais on peut pas en vouloir à Ferrari d'avoir fait une caisse exceptionnelle. Comme d'ailleurs, on peut pas en vouloir. Enfin, la Cadillac. Non, pour moi, là on peut leur en vouloir, c'est d'avoir caché leur jeu. Ah mais ça je peux leur en vouloir. Ça bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois bien, quand il suffit de les voir évoluer en piste, et vous qui nous écoutez, je pense que vous étiez aux 24 heures du Mans, ou vous étiez devant votre écran, enfin vous connaissez, vous savez de quoi je parle. Quand tu vois une voiture évoluer en piste, il suffit de les voir, les Ferrari, les Cadillac, les Porsche, ça marche quoi. La Porsche, moi j'ai eu le loisir d'aller au niveau d'Indianapolis, intérieur circuit, qui est une zone qui est très très sympa, et remonter un peu plus là où les spectateurs n'ont pas accès, où tu vois vraiment la caisse en pleine charge, elle prend le virage, ça pompe au niveau de la compression. Tu sens que les mecs, que ça soit du Handlower ou du Kevin Estre, les mecs ils sont vraiment en train de souder. La caisse, elle a une efficacité incroyable. Les Ferrari, c'est pareil. Les Cadillac, tu sens que ça motrice, mais un truc de dingue. Et j'ai rarement eu cette impression en voyant une FX8 évoluer. C'est vraiment c'est du feeling dont je parle. Ouais, ce ressenti. Ce ressenti, pardon. Faut que je parle français. Et ce ressenti en bord de piste, les Alpines me font une belle impression en termes de châssis, de comportement. Alors que pourtant, les pilotes, apparemment, s'en sont plaints et qu'elle est assez difficile à emmener. Mais ouais, elle me donne plutôt une belle impression. J'ai du mal avec le son de la F2, mais ça, c'est autre chose. Mais elle est plutôt à l'aise. La 9X8, j'ai jamais vraiment vu des passages où je me suis dit, waouh, là, ça soude, comme on dit, quoi. Et voilà. Après, c'est juste mon ressenti à moi, qui suis juste observateur et qui suis pas du tout dans la technique. Mais ça sent bien qu'il y a un truc qui marche moins, quoi. Et même les BM, ça fonctionne. Au Mans, ça fonctionnait, je trouve, les BM. Ouais, je suis d'accord. Non, mais les BM, attends, elle fonctionne. Hein. Il y a eu ce petit problème de frein pour la numéro 15. La 20, elle est quand même 5ème, tu vois. C'est pas non plus complètement nul et loin du compte. Ouais. Mais c'est vrai que là, on a une hiérarchie qui est un petit peu différente, voire même très très différente de ce qu'on a connu depuis le début de saison. T'as même la Porsche Proton qui est dans le top 10. Alors que depuis le début d'année, c'était plus compliqué, mais on sait qu'historiquement, cette Porsche Proton, elle se sent
plutôt à l'aise ici dans les hauteurs d'Interlagos. Et je sais pas si c'est effectivement le fait que Pinot et Varrone soient sud-américains qui font qu'ils ont eu peut-être un petit peu plus de Ouais. soutien. Je sais pas, mais en tout cas voilà, c'est vrai que c'est une hiérarchie un petit peu compliquée à lire, Et- et notamment eh bien les Toyota. On va en parler de ces Toyota. Pour la première fois, et je crois qu'il a bien fait de pas venir finalement, Sébastien Buemi, c'est la première fois depuis octobre 2012 à Shanghai que Sébastien Buemi ne fera pas de course de WEC. Donc 4641 jours depuis que Parce que il s'était engagé. il était C'est dingue, hein. il était pas à Shanghai ou il y était? Ou Non, les il deux? était à Shanghai. Il était à Shanghai, ok. Et Ouais. c'est depuis, enfin, la série est ininterrompue depuis cette course-là, c'est ça? Bah, c'est effectivement ce que j'avais pu lire. Ok, ok. Et là, tu te dis que quand même, c'est assez fou. Je crois qu'il a fait 89 courses consécutives à Incroyable. coup de 5 ou 6 courses ou 7 dans l'année maximum. Ouais, Incroyable. t'es là depuis longtemps, quoi. Et donc, bah, il a finalement décidé d'aller en Formule électrique. Formule électrique où d'ailleurs, eh bien, le champion a été célébré, Oliver Roland. Et eh ben, tu vas me dire qu'est-ce qu'il me raconte et quel est le lien entre la Formule électrique et le WEC. Eh bien, en fait, dans l'histoire du championnat électrique, tous les champions ont roulé en WEC. Eh ben, Roland aussi, il avait roulé avec la Ginetta au Mans en 2018. Donc, les 10 champions de Formule électrique ont roulé en WEC. Et donc, bah, finalement, tu as vraiment un lien entre les deux. Et c'est quand même dommage qu'il y ait des clashs, mais bon, c'est comme ça. Donc, on n'a pas eu Sébastien Buemi, mais on n'a pas non plus eu Toyota parce que bah, ils n'étaient pas là ce week-end, je crois. Ils ont décidé de faire de la belote, non? Alors, moi j'ai vu des Toyota parce que à Goodwood Ah, t'as vu? il y avait une belle sélection de Toyota Rally notamment. Mais D'accord. effectivement, à Interlagos, je ne sais pas si Toyota était là. Bah si, ils finissent 14 et 15 à 3 Ah, c'est tours. dingue. 3 tours. 3. Non mais c'est Surtout, incroyable. 3 tours. Tu l'avais pas assez dit, ça. Non 3 mais tours. et même, enfin, si on veut vraiment enfoncer le clou, les Toyota sont encadrés par les Aston Martin. Non, mais attends, mais surtout, si tu veux, ce qui est assez difficile, et là je rejoins les commentaires qu'on peut avoir justement sur l'exploitation, Ah ouais, l'explication des incroyable. choses. Si tu veux L'année expliquer. dernière, ils avaient quand même réussi à s'imposer. En étant Comment tu très veux. intelligents sur la stratégie pneumatique, en prenant des pneus durs, etc. Là, tu peux pas expliquer. Enfin, je veux dire, franchement, ils sont hors du coup. Et David Flouril disait, voilà, comme on s'y attendait, Oui, Cadillac, oui. Porsche, Peugeot, BMW, ils étaient devant nous. Non, mais attends, Comment tu veux c'est pas expliquer possible, quoi. que Ribera et Sorensen sur une Aston Martin V12 sans hybride soient plus rapides que juste le premier constructeur au monde avec une GR010 qui emploie certains matériaux que le commun des mortels ne connaît même pas et qui est genre Ouais. affûté comme un. Enfin, c'est de la haute technologie. On est presque dans de l'aéronautique quoi. Enfin, je je comprends, je comprends plus le WEC franchement. Non, mais là c'était dur à comprendre parce que 14 et 15, ils n'ont jamais été dans le match, on les a pas vus. C'est la première fois dans l'histoire de l'hypercar, donc depuis 2021, que le constructeur ne marque pas de points. Ni avec l'une, ni avec l'autre voiture, quoi. Ça, mais alors ça, tu vois, c'est une stat où on pourrait s'y attendre dans le sens où il y a une concurrence féroce et moi, ça me dérangerait pas de voir une Toyota, enfin les Toyota 14 et 15, mais dans le même tour et à l'issue d'une bataille de dingue. Et parce que, comme on l'a dit, je sais pas, moi, Kobayashi, il s'est battu comme un chiffonnier avec Fuoco. Hmm. Et puis à un moment, il est sorti et ok, bah, ils finissent 14 et 15, mais ouais, ils ont fait un effort de dingue. Là, ça finit à 3 tours, on les a jamais vus, quoi. Mais non. Mais même dans notre B-Pilar, les Toyota, attends, j'hallucine, mais la meilleure Toyota, c'est Kobayashi. Il a fait 26,9 de temps moyen, quand le temps moyen des pilotes Cadillac est entre 1,25,3 et 1,25,8. Ouais. Enfin, c'est le temps moyen, j'entends. Ouais. Le meilleur tour, il est à 2 secondes 2. Et on parle de Kobayashi au Brésil. En Formule 1, on se souvient qu'avec Toyota, ça avait été fantastique. Ce qu'il avait fait, je crois que c'était en 2009. Et c'est un circuit qui lui convient. Là, ils étaient nulle part. Franchement, C'est incroyable. c'est même fou, quoi. Et il y a Ferrari et Toyota qui, qui sont très très loin. Et bon, voilà, c'est difficile à expliquer. La balance de performance, certainement, bah voilà, a été peut-être ouais, un petit peu sévère avec eux. Pourtant, j'ai pas eu l'impression que depuis le début de saison, ils étaient vraiment dans le match. Tu vois, si je suis ma logique que je vous ai expliqué tout à l'heure avec les résultats selon les 3 dernières courses de l'année, Mhm. bon,
Est-ce qu'on s'est raté? Ça peut arriver aussi, hein, je sais pas. On a peut-être estimé que la Toyota aurait un avantage certain avec justement ses 4 roues motrices, plus de puissance hybride, etc. Et qu'en fait, bah, ça n'a pas du tout été le cas. C'est ça. J'avoue que là, pour le coup, j'arrive pas à comprendre. Ouais, non, mais ça montre bien toute la complexité de cette BOP et ça montre aussi, je pense, que le système s'est amélioré, mais que le système n'est pas parfait. Et encore une fois, je prends beaucoup de précautions parce que nous, on peut critiquer la BOP, on n'est pas une équipe, on n'est pas porte-parole d'un constructeur. Évidemment, on modère quand même nos propos dans le sens où tu bosses notamment pour des organisateurs comme l'European Le Mans Series. Oui, non, mais attends, mais moi je veux aussi pas critiquer justement. Non, mais voilà, non, mais je précise juste d'où on parle, qui nous sommes. Moi, c'est pareil, hein, j'ai bossé un peu pour la CO, enfin pas un peu, j'ai bossé toute la semaine pour la CO pendant les 24 heures du Mans. Évidemment, je vais pas être vent debout contre cette BOP et sincèrement, ça je vous le dis, je pense vraiment que c'est ce qui sauve l'endurance et qui permet qu'on ait aujourd'hui un tel plateau. Après, il faut juste, une fois qu'on a dit ça et qu'on a rappelé les choses, il faut juste se rendre compte quand même qu'il y a un truc qui a pas l'air de fonctionner, mais c'est très difficile à comprendre parce que pour moi, la performance des Peugeot n'a rien à voir avec la BOP, c'est juste que la voiture a loupé. Mais non. Le fait de retrouver les Ferrari aussi loin alors qu'elles ont gagné aux 24 heures du Mans et qu'elles ont gagné les 3 premières manches, je trouve que c'est quand même très loin. Oui, mais la BOP n'est pas censée être non plus un système comme à l'époque du WTCC où t'embarquais des sacs de sable parce que t'avais gagné les courses d'avant. La BOP, elle fait ça pour redonner du spectacle, mais enfin, c'est pas non plus le lest à l'ancienne en tourisme, quoi. Enfin, de ce que j'en ai compris dans la philosophie, en tout cas. Non, d'accord. Mais la Ferrari, de toute façon, historiquement, au Brésil, elle n'est pas non plus surdominante. C'est pour ça que c'est très compliqué, exactement. C'est pour ça que c'est très compliqué à analyser. Non, moi, c'est la Toyota que je comprends pas. C'est la seule équipe que j'arrive pas à vraiment comprendre. Je comprends pas la performance de Toyota, si tu veux, parce que l'année dernière, ils ont gagné. Tu peux pas gagner et terminer 14e. Tu vois ce que je veux dire? J'arrive à expliquer tout le reste. Je sais bien. Ouais, ben voilà. Donc on est bien d'accord que cette BOP, il va falloir quand même la faire évoluer, l'améliorer, etc. On converge quand même vers un truc qui fonctionne de mieux en mieux, je pense, quoi. Exact. Bon, on est d'accord. Bon. Donc voilà, mais bon, écoute, c'est comme ça. Il n'y avait pas Sébastien Buemi. Est-ce que c'est ce qui a gêné aussi Hartley et Rakawa? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, ils étaient loin. Et en plus, les deux terminent roue dans roue. Hein. Elles terminent à 1 seconde 5 l'une de l'autre. Donc, bon, à voir ce que ça donnera à Austin pour la prochaine manche, où normalement, les Toyota sont quand même un petit peu plus à l'aise. Et puis Aston Martin, moi j'ai trouvé que c'était pas si mal finalement, avec encore des bonnes qualifications. Et puis un superbe dépassement de Sorensen qui s'est montré et qui a fait de belles choses. Parce que je dirais sur un tour, les Aston, elles peuvent quand même tirer leur épingle du jeu. Ils se sont qualifiés 11e grâce à Sorensen. Bon, comme moment où il y a eu de l'espoir jusqu'au bout, quoi. Ouais, c'est ça. Pardon. Non, mais les Aston, oui, moi j'y crois sur un tour. Après, je me suis déjà largement répandu là-dessus. Voilà. Sur la durée d'une course, c'est pas voué à gagner pour le coup. Non. Ben non, et puis ils n'ont pas de système hybride. Enfin voilà, c'est vrai que. Là, si la BOP permet à Aston Martin de gagner, je raccroche le casque. Franchement, là, je comprends plus rien, quoi. Aïe. Bon, non, on va espérer que tout rentre dans l'ordre et tu ne raccroches pas le casque. Je me retrouvais tout seul encore, ça va pas. Ouais, non, c'est bon. Je veux pas te faire trop d'autres absences. Bon, d'accord, ça me va. Bon, passons à la catégorie LMGT3 avec Aston Martin, justement. Mais dans cette catégorie LMGT3, eh bien, Aston a signé la pole grâce au pauliste Doudou Barrichello. C'était très, très solide de sa part. Première pole position pour Racing Spirit of Le Mans en WEC. Et pour Aston Martin, eh bien, c'est une nouvelle pole position après Le Mans. Donc les Aston, elles fonctionnent bien. Et c'est vrai que ensuite en course, on s'attendait à ce que ça fonctionne. Et ça a fonctionné puisqu'ils ont terminé sur le podium avec un nouveau trio d'ailleurs. Il n'y a plus donc le pilote américain Derek Debord. Non. Mais c'est Anthony McIntosh qui est désormais avec Valentin Asclot et Doudou Barrichello. Et ça a fonctionné parce que cette Aston, elle termine 3e et on est content quand même de voir que ça fonctionne parce que il le mérite depuis le début de cette saison, que ce soit en ELMS ou en WEC, ils n'ont quand même pas été vernis. Hein. Effectivement, victoire avec apparemment, comme en hypercar, une gestion des pneumatiques qui apparemment a été plutôt bonne du côté d'Aston Martin. Ah! Oui, c'est vrai, ce podium. Oui, attends, pas victoire, podium. J'ai dit victoire. Non, podium, 3e place. Et puis, je me suis un peu emporté. Et puis dépassement sur Michel Gatting quand même, parce que sinon il y avait un podium pour Iron Dames aussi. Donc, exactement. Ouais.
C'est son premier podium, du coup, à ton ami Doudou Barrichello. Bah oui, à domicile en plus. Son papa a pas pu voir la pole position parce que lui il était en NASCAR Brésil et bah, en Stock Car Brésil et il est venu le dimanche parce que c'est lui qui a agité le drapeau pour lancer la course et il a vu son fils sur le podium. Il était encore, je pense, très ému justement de cette performance et bravo en tout cas à Valentin Asclo, à Doudou Barrichello et Anthony McIntosh parce que voilà c'est un beau podium avec ses pneus, tu le disais, les pneus durs. On l'avait évoqué, hein, il y a un petit moment qu'on en parlait dans l'Endurance Club, justement. Goodyear devait amener des nouveaux pneus durs pour le Ouais, Brésil et pour améliorer la longévité de la gomme, etc. Eh ben oui, mais il faut aussi s'adapter pour les équipes. Et ça, eh bien, finalement, c'est certaines équipes qui ont plus su négocier cela, et notamment Lexus, hein, j'ai l'impression. ouais, Lexus ouais. avec l'équipe de Jérôme Polican qui s'impose en LMGT3. Première victoire Lexus, ça y est, ils ont tourné autour, hein. Ça fait un petit moment qu'ils étaient dans le match. Et il y avait eu un podium notamment. Et des quatrièmes positions. Et la victoire. Donc franchement, bravo à cette équipe à Codis ASP, moi je trouve. Ouais, puis au Mans, on en pensait beaucoup de bien aussi. On avait vu, je me souviens, notamment à l'issue de la journée test, on voyait que tous les pilotes étaient quasiment dans la même performance parce que la journée test nous permet d'avoir une vision différente des séances d'essai ou même des courses où si tu regardes la perf, bah, il y a beaucoup de roulage. Et ils font des runs souvent plus courts. Donc, si les pilotes sont assez proches en termes de temps autour, ça veut dire qu'ils ont quelque chose en commun. Enfin, ils ont trouvé un bon truc, un bon setup. Et les Lexus, au Mans, moi, je pensais que ça pouvait gagner. Ça n'a pas été le Ouais. cas. Et bah là, c'est pareil, comme on l'a dit un peu avec Cadillac. Là, il y avait une autre opportunité, j'ai l'impression. Et ils l'ont saisi. C'est très bien, comme ça, maintenant, on peut lui dire au revoir et voir la Toyota GT Concept arriver à la place. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. En tout cas, Lexus, c'est la septième marque à gagner une course Ah, je dans savais que la t'allais me classe sortir ça GT. comme stat, je savais. Ben oui, exactement. Et c'est une équipe française qui s'impose. Cocorico, ça faisait depuis 2022 et Alpine en hypercar, qui n'avait pas eu de victoire française. Ah ouais, ok. C'est la première fois, d'ailleurs, dans une compétition GT en WEC, hein, j'entends, qu'une marque japonaise s'impose. Donc ça, c'est quand même quelque chose. Ok, Et puis toujours ouais. en GT, eh ben, est-ce que tu sais, la dernière fois qu'une équipe française s'est imposée, justement, alors c'était en En, GTE AM, je crois. en GTE AM, une équipe française. Oh bah, Ouais, j'allais dire du IMSA Matmut ou. Attends. Ouais, si, exactement. c'est ça. Depuis 2013, c'est Ouais, pas arrivé. Narak, C'était au Mans 2013. Narak, Pilet. Le Mans 2013. Je sais plus qui y avait. Oh, Bah, il devait y avoir du Narak, ouais, je ouais, pense. Raymond Narak, Patrick Pilet et puis un. Qui j'y mets Ou là-dedans Vernet? Ou hmm, Jean-Carl Vernet, non? Attends. Jean-Carl. Qui c'était en Il y 2013? avait Tiens, c'était ma Nicolas première Armindo, en. c'est plus vieux, non? Non, mais c'est génial, c'était ma première aux 24 heures du Mans. Ben oui, c'est Jean-Carl Vernet Ah avec ouais. Raymond Narac et Christophe Bourret. Ah Dis ouais. donc. Oh, vache. Ok, Tu vois? Ah, je suis content, j'en avais 2 sur 3. C'est bien. pas mal, pas mal. Ouais, je suis pas assez calé sur le GTEM. Non, mais en tout cas, ça fait plaisir de retrouver une équipe française qui s'impose. Par contre, c'est la première fois. Tu sais, on parlait. Attends, c'était quelle équipe? Ah mince, je me souviens plus. Ferrari, je crois. Ferrari au Mans qui n'avait pas de pilote italien dans son line-up de vainqueurs. Et ben là, c'est la première fois qu'une équipe française n'a pas un pilote français quand il s'impose, en tout cas, depuis Hawk Racing à Fuji 2013. Ça m'a quand même bluffé. Tu vois? C'est vrai que c'est rare de ne pas avoir une équipe française avec un pilote français. C'est un peu comme les Italiens. Voilà, on aime Hawk bien. Racing Fuji 2013. Ah là, tu nous renvoies dans des trucs. T'as vu? Ouais. Ah bah c'est 2013. Voilà, je vous renvoie en 2013. Les Français étaient à leur aise pour C'était la deuxième saison Fuji officielle 2013, de c'est WEC. quoi? C'est là où il y a une course qui dure 4 tours ou non? Celle-ci, elle avait eu lieu un peu ou je me souviens plus de 2013? Ah non, t'as raison. Non, je crois qu'effectivement, C'est peut-être il y celle avait eu, peut-être celle qui a pas duré longtemps. Bref, il y en avait tout cas, eu 16 tours, je crois. ouais, Et c'est là où Audi, justement, ouais, exactement. perd la victoire. Et c'est Benoît Tréluyer qui me le raconte dans le podcast Trajectoire, justement, T'as vu? où il était dégoûté bah voilà, Je de ne pas avoir pu je s'imposer. te fais une passe décisive pour que tu parles de ton podcast. Bon, Merci, José c'est Maria gentil. Lopez, on peut pas lui donner la nationalité française du coup, parce qu'il parle bien français, non? C'est vrai qu'il parle bien français. Bah, tu sais que c'est le 24e pilote à s'imposer en WEC, en GT et en Proto. Par contre, c'est le premier à gagner en Hypercar et en LMGT3. Donc bravo à lui, hein, quand même.
Comment tu fais pour nous abreuver de toutes ces stats? C'est incroyable. Ah ben, je l'ai dit, dans l'Endurance Club, on a des statistiques et on essaye de mieux connaître le monde de l'endurance. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai travaillé, monsieur. Bon, bonne performance parce qu'on a parlé des vainqueurs, on a parlé de la Lexus, on a parlé de la 3e place avec Aston Martin, bonne perf aussi quand même avec une Corvette 2e. Ah ouais. Attends, ils sont sur une lancée de dingue. On en a Ouais, c'est parlé vrai. en ELMS. Hein. Ouais. Corvette qui a gagné en ELMS, bah, c'était la première fois depuis bien longtemps que Corvette s'imposait. Et là, bah, 2e place. Donc TF Sport qui continue finalement de faire une bonne saison parce que cette équipe TF Sport, elle avait quand même réussi à s'imposer au Qatar. Et là, bah, c'est la 2e place à Sao Paulo. Et je dirais que ça s'est joué aussi aux pneumatiques. Parce que, si je dis pas de bêtises, le dernier relais de Rui Andrade, en fait, s'est fait avec des pneus qui étaient déjà usagés. Il n'a pas changé. Et donc, bah, ils ont gagné du temps dans les stands. Et il a pu tenir parce qu'on l'expliquait. Difficile de dépasser Interlagos aussi. Donc, tu vois, finalement, les pneus, le fait qu'ils soient plus durs et qu'ils aient une longévité plus grande, bah, ça fait que ça a pu offrir des stratégies un petit peu différentes. Et surtout, bah, voilà, les équipes qui ont pu l'exploiter à fond et pouvoir le faire tenir, ce pneu, ben voilà, ont été au rendez-vous. Exactement. Bonne perf, on l'a dit, on l'a signalé, Michel Gatting, elle s'est quand même... Oui, elle s'est fait dépasser et Barrichello a pris le meilleur dans les dernières minutes, mais ça fait quand même pied de podium, c'est pas si mal pour elle avec Célia Martin et Raël Frey. Ça fait... bah, surtout que c'est solide, tu quoi. sais d'où elle vient. Michelle Gatting, elle a fait son retour la semaine dernière avec Exactement. sa cheville qui était endolorie. Et donc là, au Brésil, quand même, je pense que si elle n'avait pas été justement diminuée, elle résistait hein, face à Doudou Barrichello. C'est que là, ben voilà, avec un pied et demi, c'est plus difficile, quoi. Et puis moi, je suis content de voir cette saison de construction, d'apprentissage de Célia Martin. Ouais, c'est vrai. En WEC, ça fait... Ouais, parce que Raël Frey, bon, ça fait quelques années, quelques saisons qu'elle est quand même présente dans l'aventure, et Célia Martin, elle a rejoint en 2024, donc... Et puis elle remplace Sarah Bovy surtout, c'est pas facile. Hein. Donc voilà, je trouve ça bien. Et après, bah, on a moins vu les McLaren, on a moins vu les Ford. Ah ouais. Surtout avec 2 abandons chez Proton, 77 et 88, ça fait abandon. Ah bah là, les Ford, on les a moins vus, ouais, Ouais. ça c'est clair. Problème, je crois, d'amortisseur, si je dis pas de bêtises, Ok. sur la 88. Et problème d'échappement sur la 77. Ok. C'est déjà le 8e abandon en LMGT3. Je sais pas si c'est un record qui vise, Ouais, mais oui. mais c'est quand même un sacré record. En WEC, en tout cas, c'est le plus grand nombre d'abandons dans cette catégorie LMGT3. Et c'est la première fois depuis Bahreïn 2024 qu'il y a les 2 voitures qui abandonnent encore. C'est rare. Hein. Triste Ouais, pour Ford. Ouais, c'est rare de voir un constructeur qui vraiment est a autant, enfin, comment dire, ouais, Les a autant difficultés, d'avant, quoi. enfin, ouais. Je sais pas, c'est très Ah bah surprenant. là. Ah, c'est compliqué et compliqué aussi pour Mercedes. Hein. Oh là là. Il faut vraiment que je le sorte ce podcast avec Maxime Martin parce que là, je voudrais bien que ça fonctionne. Hein. En qualif, c'était bien, ils étaient là. Je ne comprends pas. C'est Mercedes en LMGT3. En ELMS, ça fonctionne bien et ça fait des pole positions notamment avec Martin Berry. Et là, dans la catégorie LMGT3, c'était bien pourtant cette Mercedes, si je dis pas de bêtises, elle était dans le top 10. Bah oui, cette voiture avec, je crois que c'était Lynn Odenius qui a fait la qualif. Ah, il termine à 2 dixièmes, c'est pas grand-chose, tu vois, en hyperpole. Et pourtant, eh bien, en course, ça marche pas, quoi. Ça veut pas. 61, la Mercedes 61, c'est d'ailleurs bien l'abandon, le seul abandon outre les Ford. Ouais. Donc c'est quand même bien triste, quoi. C'est le BMW du GT3. BMW en hypercar et Mercedes en GT3 où on Ah a bon? du mal à comprendre pourquoi ça fonctionne pas. Ah, ouais, c'est vrai. Non, c'est Toyota qu'on n'arrivait pas à comprendre. Ouais, oui, c'est vrai. Mais là, ouais, je saisis pas. Alors, c'est une première année, donc j'imagine aussi que comme on n'a pas de recul sur la performance de la voiture, la balance de Ouais, mais performance comme tu n'est dis, ça pas marche bien en ELMS, donc... adaptée. Oui, mais alors c'est un moyen différent aussi de faire les équilibrages de performance. Ouais, Parce c'est que vrai. la Mercedes, en fait, les balances de performance se basent sur les vainqueurs de l'année d'avant. Donc, bah, sur toutes les courses, ils se basent sur les vainqueurs, mais c'était une voiture différente à chaque fois. Donc, je Mmh, peux comprendre mmh, que ouais. ce soit difficile de se frayer un passage parce que l'année dernière, bah, c'était surtout Porsche hein, qui gagnait et sinon BMW. Donc, voilà, ils se battent avec leurs armes, comme on dit, mais bah, ça n'a pas vraiment payé. Et pareil pour McLaren et BMW, tu le disais, on les a pas vus. Franchement, BMW qui Non, a ouais. pourtant, selon les dires de Vincent Voss, fait une belle course.
mais 10e et 12e, bah voilà, ça récompense pas les efforts, quoi. Exactement. Je sais pas ce qui explique ça et pourquoi ils se retrouvent si loin, parce que pourtant ils n'ont pas été ridicules voilà, sur les chronos, mais c'est vrai que bah, je dirais ouais, sur l'ensemble d'un relais, ils sont quand même assez loin, hein. C'est vrai que c'est Kelvin van der Linde, je crois, qui est le meilleur pilote BMW, Mhm. et avec une moyenne de 36,5, une 36,5, c'est une seconde une de moyenne plus lent que Doudou Barrichello, qui lui a été finalement le pilote de référence, hein, ce week-end. Il était à domicile et bah, il a montré qu'il connaissait bien ce circuit, quoi. Ouais. C'était quand même une belle course, même si voilà, on aurait pu s'attendre à un petit peu plus de Un peu spectacle, mais d'animation, un peu de voilà, spectacle. c'est Ouais. ouais, On est trop demandeurs. ouais, on est demandeur. En même temps, voilà, Interlagos, ça n'a jamais été non plus une course où il s'est passé énormément de choses, si à part comme tu dis quand Mark Webber nous fait le spectacle, mais sinon c'était ouais, depuis 2012, ça a été voilà, une épreuve, on le sait, qui est plutôt Calme, calme. ouais, Et exactement. pourtant, les paolistes attendaient avec impatience le retour. Et d'ailleurs, on le voit parce que, on le disait, plus de 80 000 spectateurs pour le retour du WEC depuis l'année dernière. Ben voilà, c'est une épreuve quand même qui compte. Elle sera là l'année prochaine aussi dans le calendrier. On a une certaine stabilité. Ouais, et On puis rappelle qu'il y a 8 courses quand même dans le championnat. ouais, alors, ouais, bah tiens, tu fais bien de parler de ça. Alors, comme tu l'as dit, il y a ça. Il y a aussi des petits clins d'œil. Il y a une livrée spéciale chez WRT pour cette manche. Il y a un petit drapeau brésilien qui a été ajouté sur une Aston Martin aussi, Doudou Barrichello. Enfin, Bien sûr. ça fait plaisir aussi. Moi, j'aime bien quand on est. Autant les livrées spéciales en Formule 1, j'ai l'impression qu'il y a des saisons où j'en pouvais plus. Je les vomissais tellement il y en avait une à chaque course. Chez McLaren, je pense qu'ils faisaient plus de livrées spéciales que de livrées normales. Autant en endurance, je trouve que ça s'y prête bien parce que le calendrier étant plus étroit et les manches étant aux quatre coins du monde, moi je trouve ça cool si une équipe s'adapte et fait une livrée spéciale. Moi je suis vraiment très très client de ça. Et tu l'as dit, stabilité dans le championnat, dans le calendrier. Oui. Il y a quand même une info qui commence à bien tourner, c'est que les discussions ont repris avec Silverstone pour l'ajouter au Oui. calendrier, peut-être pas 2026, mais probablement 2027. Ah bah 2026 c'est sûr parce que le calendrier a été Oui, oui, annoncé, on pardon. commencera au Qatar, on ira à Imola, Spa-Francorchamps, Le Mans, comme cette année, Ouais, ouais. hein, Sao Paulo, Austin, Fuji et puis on terminera à Bahreïn pour les 8 heures de Bahreïn. Ouais. Euh, mais c'est vrai que Silverstone, bah là en fait si tu veux, pour être tout à fait transparent, le LMS va ouvrir le bal. Donc je serai en Angleterre là en ELMS en septembre et on imagine voilà que justement ça fait partie des discussions, on voit comment ça évolue parce que le circuit est demandé hein, Mais par les évidemment. pilotes, par les équipes. Mais par tout le monde. Il est demandé par les équipes, par les pilotes, comme tu le dis. Il est demandé aussi par moi, enfin par les gens qui regardent les courses et qui ont envie Non, mais c'est très spectaculaire. Tu vois, le Grand Prix de F1 à Silverstone, c'est toujours sympa. Les courses à Silverstone sont Parce qu'il toujours pleut. impressionnantes. Et puis quand il pleut, c'est encore mieux. Mais Silverstone, c'est quand même très télégénique aussi. C'est plutôt beau. Et puis aussi par les Anglais. Enfin, je trouve ça fou. Il y a quand même que ça soit les pilotes, les équipes, les intérêts. Enfin, on peut parler de McLaren, d'Aston Martin. Il y a beaucoup de pilotes anglais. Il y a Jota qui est quand même. Enfin voilà. Et il n'y a pas de manche anglaise. Je trouve ça fou. Alors que Silverstone, the home of the British Grand Prix, enfin, vraiment le berceau de la Formule 1, qui est vraiment un circuit très complet. Moi, ça me choque toujours que ça n'y soit pas. Donc, si ça y revient, c'est une excellente nouvelle. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, je suis moins enthousiaste Ah, à c'est l'idée de vrai? Ah, retrouver moi, j'adore Silverstone, mais Silverstone. Ouais. Mais parce que je suis jamais non plus allé là-bas, alors peut-être que je te dirai différemment en septembre, mais ouais, j'aime bien, mais sans plus. Je suis moins, Bah je ouais, suis c'est moins vrai. fan. Et puis je me souviens des images de la Peugeot de Nicolas Minasian qui était dans le mur. J'ai pas aimé. Donc j'ai des mauvais souvenirs. Voilà, Moi, j'ai des mauvais souvenirs j'ai des de bons Silverstone. souvenirs d'être en bord de piste, bord de rail, Maggot, Beckett, Chapelle, faire Ah l'enchaînement bah voilà, mais c'est avec ça. des 908 et des Audi R15 qui me frôlent. Et franchement, et R18, c'était incroyable. Franchement, c'est un de mes meilleurs Ok. souvenirs en bord de piste. C'est comparable au Raidillon. Alors, rien à voir en termes de dénivelé, mais en termes de feeling, de voir les voitures, de ressenti. Voir les voitures passer à cette vitesse et les changements de cap, c'est. Franchement, Silverstone, je vous le conseille, hein. Si ça revient au calendrier, vous prenez votre billet de ferry, vous dormez sur le bateau et vous allez à Silverstone, ça vaut vraiment le coup. Faut faire gaffe, faut rouler à gauche par contre.
Ah oui, voilà, c'est ça. Ça peut être un petit peu compliqué. Mais bon, en tout cas, je voulais faire un petit point au classement général avant justement qu'on fasse c'est quoi ton actu, puisque Pierre Guidi, Giovinazzi, Calado, ça je l'ai dit, sont largement en tête en hypercar, mais c'est plutôt en LMGT3 que j'ai pas fait le point. LMGT3, c'est toujours nos amis de chez Porsche, hein, qui ont 89 points, Ouais. avec Ricardo Pereira, Richard Lietz et Ryan Hardwick. D'ailleurs, Richard Lietz, hein, qui commence à vraiment faire son trou dans la catégorie. 89 départs. À Ah ouais. 89 départs, il est au même nombre que Christian Ried pour le deuxième pilote qui a le plus de nombre de départs de l'histoire de la série. Je pense que le premier, ça doit être Sébastien Buemi, si je dis pas de bêtises. C'est probable. Ouais. En tout cas, Richard Lietz est en tête du classement général avec 13 points d'avance sur la Ferrari de Rovera, Herriot et Simon Mann, qui là a marqué 0 points. Hein. Ferrari, c'est pareil, hein, ils étaient inexistants en LMGT3. Normal, en même temps, ils ont été là depuis le début de la saison. Et puis derrière, on retrouve la Corvette de chez TF Sport, pas celle qui a terminé deuxième, mais celle de Ben Keating, Danny Juncadella et Johnny Edgar avec 66 points. Donc c'est pas si serré que ça quand même, hein, mine de rien. Il y a un bel avantage encore à la Porsche Mhm. qui malgré tout n'a pas marqué beaucoup de points, mais reste en tête du classement général. Donc on va dire que le Brésil, ça a vraiment redistribué les cartes parce que les pilotes qui n'étaient pas, enfin en tout cas les équipes qui n'étaient pas aux avant-postes en début de saison, ont pris le pas sur leurs adversaires et donc on va voir si ça va se rééquilibrer à Austin début septembre. Mais voilà, c'est en ça que finalement cette balance de performance, voilà, elle offre des chances à des équipes qui peut-être ne s'étaient pas montrées depuis le début de saison de le faire, quoi. Très bon teasing pour la suite de la saison. Non, t'as raison. Je Et suis voilà, tout à fait d'accord. bah oui, on a hâte quand même de la fin de cette saison parce qu'il reste plus grand-chose finalement. Il reste Austin donc début septembre, il reste Fuji fin septembre et puis Bahreïn début novembre, mais c'est vrai que ça passe vite. Une fois qu'on a passé Le Mans, Ouais, c'est ça. c'est Une vrai fois qu'on a qu'après avalé le Mans, on a passé le cap de la mi-saison. Ouais. Ouais. on a passé le plus dur, comme on dit. Bon, alors c'est quoi ton actu? Parce que tu nous as régalé pendant 4 jours au micro de Goodwood. Ah, tu l'as préparé, hein, cet événement, mais c'était sympa. Bah écoute, j'ai passé mon 14 juillet à dormir parce on a fait 41 heures de direct en 4 jours, donc effectivement c'était sympa. Quand je dis on, c'est parce que j'étais pas tout seul, il y avait Julien Ergo et Pierre-Yves Rion à mes côtés. On a été tous les trois et édition très Formule 1. Donc j'ai laissé parler leur talent et je me suis un peu effacé un peu plus. J'étais tu connais bien, L'homme orchestre. ouais, tu connais bien ce rôle aussi. J'ai été l'homme orchestre, le maître du temps comme on dit, parce que Ouais. j'avais Et ça va, t'as bien aimé? bah moi j'adore. Ouais, c'est vrai que je suis pas habitué, mais j'ai adoré faire ça. Bah non. Bah je vais le faire aussi. C'est comme mon actu, je le fais aussi dans 10 jours à Imola puisque c'est Imola classique, donc nouveau meeting de Peter Otto où je serai l'homme Ouais. orchestre et pareil Julien Ergo sera à mes côtés, plus en mode anecdote man et expert pour mobiliser toutes ses connaissances. Donc voilà, je serai aussi le gardien du temps. Là, pour Goodwood, juste, ça fait coulisses, mais je sais que vous aimez bien ça. J'avais ce qu'on appelle un running order, c'est-à-dire un filet, enfin un déroulé, un minute par minute, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est un programme où vous avez sous les yeux, à 9h20, prise d'antenne, à 9h20 et 30 secondes, il y a un générique, à 9h, enfin, on sait exactement ce qui va arriver à l'écran, Ouais, bien et sûr. c'est plus ou moins suivi en fonction des retards qui sont pris ou des faits de course, etc. Bah, d'où la difficulté, parce qu'en face, t'as un topper justement qui lui Voilà, doit s'assurer pour le compte de l'organisateur que tout soit bien dans les règles, voilà. parce que voilà, moi c'est vrai que je me base vraiment aussi beaucoup sur ces running orders, quoi. Et donc le running order, pour vous donner un ordre d'idée, il faisait 11 pages par jour. Je sais pas si tu vois. C'est-à-dire Ah bah je vois bien, je vois ouais, bien. tu connais, on avait à peu près 130, 140 lignes par jour, avec des publicités, beaucoup, avec... Ouais, mais ça c'est sympa, Ah ben, parce qu'au moins tu sais à quoi t'attendre, parce qu'il y a beaucoup d'épreuves pour lesquelles je bosse où t'as pas de running ah, order justement, tu sais pas où tu vas. on est d'accord, on est d'accord. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que ça demande cette gymnastique de, effectivement, comme tu dis, d'être le gardien du temps, les highlights, enfin il y a une prod autour de Goodwood qui est incroyable, et donc tout ça pour dire que si jamais vous voulez revoir tout ça, et ben la bonne nouvelle c'est que c'est dispo sur YouTube, parce qu'en fait on a été en direct pendant 4 jours, mais ensuite les vidéos restent disponibles. Donc vous pouvez le trouver, vous allez sur la chaîne, ça s'appelle Goodwood Road and Racing. Si vous tapez Goodwood, en gros vous allez le trouver, hein, c'est la chaîne principale. Et après vous allez Oui. dans l'onglet direct, et live ou direct, ça dépend si vous êtes en français ou en anglais. Et vous retrouvez les vidéos, c'est assez simple, c'est une Bugatti bolide et l'image, c'est marqué commentaire en français, il y a un petit drapeau français, enfin voilà, on a fait ça bien.
En fait, Et on a... c'est le même principe sur les chaînes. Bah, en ELMS, c'est pareil, tu vois, tu vas dans l'onglet direct, quoi, parce Mhm. que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui restent sur l'onglet accueil ou Vidéo, c'est vidéo, ça, ouais. Mhm. et donc c'est là où les vidéos qui sont mises en avant par le propriétaire de la chaîne YouTube Oui, sont accessibles, et généralement c'est l'anglais quoi qui pop. Donc exactement. voilà, pour aller chercher le français, c'est vraiment l'onglet en Alors que direct. là, bah, tu vois, c'est le contraire, c'est-à-dire que les Anglais ont... En fait, quand Goodwood commence, ce qu'il faut savoir, ça a commencé le jeudi à 9h20. Bon, je fais pas trop long sur Goodwood parce que bon, peut-être que ça vous intéresse pas tant, mais... On fera un épisode historique Ouais, d'ailleurs vers la fin du mois d'août pour revenir un peu sur Le Mans ouais, classique, savoir un peu ce qui s'y est passé, et puis présenter les 10 000 tours du Castellet exactement. aussi. Mais tu vois, juste pour dire, c'est que les Anglais, eux, quand Goodwood est lancé, les organisateurs, ils passent vraiment en logique télévision, quoi, live TV. C'est-à-dire que le flux anglais n'a pas été coupé de jeudi 9h20 jusqu'à dimanche 20h, je pense. Si quelqu'un, si les Anglais, puisque c'est quand même majoritairement un événement britannico-anglais, hein, si quelqu'un se pointe sur YouTube, eh ben, il peut comme ça pop à n'importe quel moment, et t'as le live, et puis sinon ils mettent un petit bandeau en disant vous êtes en train de regarder une rediffusion, ou les meilleurs moments de la journée, ou la spéciale. Enfin, ils ont vraiment cette logique de pas couper, alors que nous on a fait nos 10 heures par jour, nos petits segments. Le soir, petit pudding, petit thé et dodo. Et du coup, nos vidéos, euh, bah, le lendemain, quelqu'un qui se pointait, où il avait le live, où il se dit, oh, il y a une vidéo. Et en fait, nos vidéos ont été pas mal vues aussi, je pense, par des Anglais, qui étaient là, je comprends pas, c'est quoi ce live, baguette, machin. Donc on a eu quelques Anglais qu'on a renvoyés gentiment vers le flux anglais, mais c'était sympa. Il y a vraiment eu, peut-être qu'il y a des gens qui vont écouter cet épisode et qui étaient là dans le chat, il y a vraiment eu un super truc communautaire, beaucoup d'échanges, et puis que des gens passionnés et bienveillants, quoi. On a eu quelques tacles à la gorge sur... c'est le jeu, hein, quand tu dis que c'est une Ferrari F199, et en fait, non, c'est la 199B. Bon, voilà, t'as toujours quelqu'un qui va pointer la petite erreur, Ah bah etc. oui, mais On bon. l'a bien pris, on s'est distribué entre nous des cartons jaunes, des petits avertissements, et franchement, les gens ont été plutôt bienveillants, et c'était une première, et il y a la vraie volonté, je finis là-dessus, il y a la vraie volonté des organisateurs de Goodwood de toucher de plus en plus le public français, parce que finalement, Goodwood, c'est un jet de pierre de la France, hein. Vous prenez le ferry, j'en parlais tout à l'heure pour Silverstone, mais tu prends le ferry et tu roules, et c'est vraiment... On voit la côte, et limite, on voit la France quand il fait beau depuis Goodwood, donc ils ont vraiment envie de toucher ce public. C'est un peu cher, mais tu peux vivre vraiment des moments incroyables, et tu as une sélection. Il y avait très peu de voitures d'endurance, mais il y avait par exemple la McLaren F1 qui a gagné le Mans 95, il y avait des McLaren F1 Longtail, il y avait, je sais pas, ce que je peux citer en endurance, il y avait les Iron Dames, il y avait Sarah Bovy qui a fait la montée quand même, qui a fait le shootout. Bien sûr. Enfin voilà, il y a quand même... C'était une édition très Formule 1, Alain Prost qui a été célébré, mais il y avait un moment avec Derek Bell, avec une 962, il y a eu un hommage à Jochen Mass avec une Sauber C9 ou une C11. Enfin voilà, c'était un événement incroyable, et j'ai hâte de le revivre, et normalement, vu qu'on a fait du bon boulot, on pourra peut-être nous rappeler, quoi. Ah, Ouais, ça c'est serait cool. pas mal, effectivement. Et à la fin, c'est un Français qui gagne, Et puisque c'est c'est Romain Romain Dumas Dumas, c'est qui vrai. a gagné avec Ford, avec son van. Exactement, avec le super truck. C'était pas le super van, mais c'était le super truck. Et ouais, impressionnant, Romain Dumas. Franchement, il y a eu de belles touches françaises. On a eu beaucoup de V10 Renault qu'on chantait aussi à Alain Prost qui a été célébré. C'était un week-end très français en Angleterre, donc hyper agréable. Donc mon actu, par contre, c'est Imola classique dans une dizaine de jours. Je pars dans une semaine. Et donc sur place avec Julien Ergo au commentaire, on va vivre ça. Il y a 2 jours, on prend l'antenne le samedi vers 14h, je crois. Et le dimanche, c'est quasiment toute la journée. Il y a pareil 10-11 heures de live avec tous les plateaux qu'on connaît. Le CER, Endurance Racing Legend. Il y a un plateau spécial Italie, là-bas, tourisme italien. Donc voilà, Trop ça va être bien. cool. Ah bah j'imagine, effectivement. Moi, je sors d'un week-end où j'étais à Manicourt pour les camions et l'historique. Donc tu vois, Et oui, on est dans le et la thème. Lotus Europa À la Cup fois aussi. avec Romain Dumas et à la fois avec l'Imola Classique. Non mais ouais, c'était sympa. Franchement, Manicourt, moi c'est un circuit qui est dans mon cœur parce que c'est la première Oui. course que j'ai vue dans ma vie, course de Formule 1 en 96. Donc si tu veux, voilà, quand je reviens à chaque fois là-bas, je trouve que c'est génial. Et puis en plus, les courses sont top. Il y a eu du petit bois, hein. Si le camion également vous plaît, bah franchement, les courses de camions du championnat de France, je peux vous dire, il y a 26 camions sur la grille de départ. C'est-à-dire qu'on peut pas faire plus. C'est-à-dire l'homologation d'un circuit, c'est 26. Donc tu peux pas aller Le à premier plus. virage J'avais doit 26 être un peu Formule 1 à serré. Ouais, l'époque. le premier gauche-droite, là, ça doit être sympa, Ouais, 26 camions. Ouais.
Ça fait un peu de Paris-Dakar, si tu veux. Ça fait Dakar Rallye au premier virage. T'as un peu de poussière qui s'échappe. Mais non, c'était vraiment cool. Et puis il y avait de belles voitures aussi. Il y avait moi aussi des Formule 1. J'ai vu la Jordan de 97 rouler, la Toro Rosso de 2013, Ok. Ah la ouais. Williams aussi. Enfin, ah ouais, non, il y avait du beau monde. Et il y avait vraiment de très très belles autos, des courses de camions incroyables. Donc voilà, ça c'était le week-end passé. Et le week-end prochain, ben, ce sera un petit peu plus calme. Je serai sur Canal pour commenter de l'IndyCar le dimanche soir, donc course de Toronto, où a priori, on ne sait pas, hein, mais il pourrait peut-être y avoir un pilote français au volant à vérifier. Mais chez McLaren, un des pilotes, Nolan Siegel, est a priori un petit peu diminué après son gros crash la semaine dernière. Donc on parle potentiellement de Théo Pourchaire. Voilà, Ok. c'est chez McLaren. Bah, il est. Éventuellement, c'est pas fait. Ouais, ouais. Mais voilà, ça dépendra de l'état de santé de Nolan Siegel. Eh ben, faut le récupérer. Il était au Brésil, donc faut le récupérer. Voilà, Ouais. Mais je crois il rentrait, non, parce qu'il participe au Rookie Test Formula E cette semaine. exactement. Il Chez a, il a Maserati. roulé Mm. avec Ouais, Maserati. ouais, c'est ça. Tout à fait. T'as vu, je suis complet. Donc Eh, voilà, t'as vu, voilà mon t'as vu, je actu. suis pas resté que sur l'endurance, hein. J'ai quelques refs en Formula E, c'est incroyable ce qui m'arrive. Je vois ça. Bah parce qu'il y a un lien entre la Formule I et le WEC, C'est vrai. on le sait, on l'a dit. Donc voilà, c'est pour ça aussi peut-être qu'on s'intéresse de près ou de loin à ce championnat, qui a donc vu un nouveau champion avec Oliver Roland. On va voir Ouais. Nissan qui s'impose N'en d'ailleurs. fais pas trop. C'est la première fois, je pense. Je suis pas. Non, mais je pense que Nissan, c'est la première grande victoire dans un championnat du monde, hein, si je dis pas de bêtises. Parce qu'en endurance, il n'y a jamais eu de victoire. Il y a eu des pôles au Mans, mais il n'y a pas il y a pas eu de Euh, succès. Tu Ils ont vois, dû, je me ils ont dis. dû gagner du championnat du Japan Challenge. Enfin, ça dépend ce que tu appelles victoire internationale Oui, d'envergure, mais oui. et ben voilà, mais c'est ça. International, c'est championnat du monde. Ah ouais, ouais, ok, oui, C'est, oui, euh, effectivement. et ouais. Donc voilà. Et puis Cocorico, parce qu'il y a quand même Dams derrière, et puis il y a aussi un petit soutien d'Art Grand Prix. Enfin bon, bref, donc une victoire quand même qui nous a fait plaisir. Voilà, côté français. Bon, et puis sinon, bah, mon podcast Trajectoire, hein, j'ai pas Oui, bien oublié, mais sûr. j'étais tellement sous l'eau. Mais non, mais c'est vrai, on me réclame, le peuple me réclame Oh, des épisodes, et ben ils vont arriver. Voilà. Le peuple de t'es passionnés, en train hein, si tu veux. de couper les bandes et de faire tes collages. Voilà. C'est bien. Exactement. Je peux te dire que je me régale parce que là, je suis dans l'épisode, je suis en train de finir le montage de l'épisode de Henri Pescarolo. Il y a quand même des pépites. J'avais oublié qu'il m'avait raconté tout ça. Il y a quand même des pépites, hein. Il y a de belles anecdotes, bien rigolotes aussi. Donc, non, c'est top. Franchement, voilà, il est génial. Henri, il a rien perdu de sa superbe. Bon, bah voilà, c'est un épisode complet sur c'est Interlagos, et puis on se projette Ah déjà oui, sur. et la semaine prochaine, Bah ouais, attends, vas-y, dis-moi. j'ai oublié de te Si, dire, la si. semaine prochaine, tu le sais, on va revenir sur la première partie de saison de Voilà, l'IMSA. c'est ça que j'allais. C'est exactement la transition que j'allais faire, tu vois. Ah bah superbe. Parce que voilà, on était revenu sur les 12 heures de Sebring, on était revenu sur les 24 heures de Daytona, mais ensuite on a perdu un petit peu le fil parce que bah, la saison WEC et ELMS s'était largement lancée. On va faire un petit point et on espère que bah, Tom Dillman aille bien parce qu'il a terminé dans le mur, pas de sa faute du tout, mais un problème Ouais. mécanique. Donc voilà, on reviendra sur tout ce qui s'est passé depuis le début de cette saison et comment Ral Letterman Lanigan a perdu le contrat BMW. Eh bah exactement, ça sera. Comme Non ça, mais très bien. comme ça qu'on C'est dit. exactement ça. Ça sera les thèmes, les thèmes forts de. Non mais très bien. Donc voilà. Bon, bah, on se retrouve la semaine prochaine alors Eh bah Geoffroy. allez, ça marche. Semaine pro avant que je décolle. Bah, je vais pas prendre l'avion, mais avant que je parte pour Imola, parfait. Ah oui, c'est vrai que t'es pas très loin. Tu vas en voiture à Imola, non? Si, oui, ça fait 8 heures de route à peu près. Ça me fera l'occasion de Ah ouais. un petit stop à Turin sur la route pour manger des penne. Ah, très bien, parfait. Bah écoute, tu vois, on se suit parce que j'étais aussi à Imola et j'ai aussi fait la route pour y aller. Donc, Et bah voilà, bah, parfait, c'est parfait. Tu m'as impeccable. ouvert la route, c'est nickel. J'ai plus qu'à aller dans le respect du code Très de la bien. route, bien sûr. Évidemment, je t'envoie l'itinéraire, il y a pas de Allez, souci. merci. Envoie-moi un Et ben petit merci mappy. beaucoup. Parfait. Très bonne semaine à toutes et tous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. J'allais dire même lieu, même heure. Même lieu, oui. Même heure, je ne sais pas. Mais en tout cas, n'hésitez pas à réagir sur YouTube, sur les plateformes également. Mettre un petit commentaire, des étoiles, vous le savez. Il y a même des pouces bleus, je crois qu'il faut dire maintenant ça sur YouTube. Bref, voilà. En tout cas, on compte sur votre échange et vos messages. Et on apprécie de plus en plus, encore une fois, eh bien voilà, échanger avec vous. Et on se retrouve la semaine prochaine. Voilà, si vous voulez continuer de faire partie du club, de cet Endurance Club, et bien évidemment, vous le savez, une seule adresse, le podcast donc de notre duo infernal avec Geoffroy. Merci beaucoup, à la semaine prochaine Geoffroy.
Salut, salut.